canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, on continue de visiter un petit peu la filmo de Hong Sang-soo, cinéaste sud-coréen. 16e film aujourd'hui, Hill of Freedom. Et pour en parler, vous le connaissez très bien, Antoine Goya, alias Moisy. Aujourd'hui, en tout cas, c'est Moisy. Et qui est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne, bien évidemment, et qui a accepté cette année de parler un petit peu de Hong Sang-soo, donc je suis assez content. Et surtout, il a choisi ce film. Donc d'abord, quand même, on est poli. Comment vas-tu, Antoine? Ça va, correctement. Tout va bien. Correctement. C'est 3 motifs, c'est récurrent. On est d'emblée dans un film de Hong Sang-soo. J'adore ça. Et puis deuxièmement, est-ce que de souvenir, tu m'as déjà parlé de ton rapport à Hong Sang-soo? Si, je crois que si. Mais bon, on va quand même reprendre ça. Juste savoir un peu comment Hong Sang-soo est arrivé dans ta vie. Et puis surtout, pourquoi Hill of Freedom? Pourquoi ce film-là? Alors, Hong Sang-soo, j'ai vu un film sur Mubi. C'était Ivan et les hommes, un truc comme ça. Mais il y a assez longtemps et j'avais beaucoup aimé. Mais voilà, c'était une première découverte, sachant que je connais le réalisateur depuis la sortie de Woman on the Beach. Et en fait, à l'époque, j'avais proposé à plusieurs qu'on le voit. Et en fait, le film n'avait pas été retenu, je ne sais pas pourquoi. Et puis je me suis dit, bon, bah, tant pis, c'est une occasion manquée, je découvrirai plus tard. Et puis, je vois que le mec, il sort des films. Et je me dis, mais jamais de la vie, je vais réussir à rattraper ça. Tu vois, je veux dire, le mec, il a fait, je sais pas, il avait fait une vingtaine de films. Et je me dis, bon, bah, c'est mort, jamais de la vie, je vais rattraper toute sa filmographie. C'est trop tard, j'ai raté le coche en, je crois, 2008, Woman on the Beach. Et puis, bon, finalement, tu vois, je vois ce film sur Mubi. Et puis, à un moment donné, je me dis, tu vois, j'y repense, tu vois, je me dis, c'était bien, tu vois, mais. Et puis, tu sais, c'est le genre de film, j'y repense, je repense à ce moment où, tu vois, Avon, elle est là, comme ça, en fait, il lui arrive des trucs extraordinaires, et puis elle se réveille. Et puis je me dis, bon, bah, vas-y, je vais en tenter un ou deux autres. Sachant que j'avais toujours La Vierge mise à nu par ses prétendants qui traînaient sur ma bibliothèque numérique de films. Et puis je me mets du coup à regarder quelques Hong Sang-soo. Je regarde Seul sur la plage la nuit, qui était le dernier sorti à l'époque. Et puis après, justement, je crois que j'enchaîne Hill of Freedom et Un jour avec, un jour sans, qui sont encore à l'heure aujourd'hui mes deux Hong Sang-soo préférés. Et en fait, là j'ai compris en fait toute la beauté de Hong Sang-soo. Ah non, s'il y a Grâce que j'avais vu avant, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et en gros, en voyant Grâce, en voyant Hill of Freedom, en voyant Un jour avec 100, j'ai compris quel était un peu son rapport à la narration, quel était un peu son rapport aux répétitions, quel était un peu comment dire sa façon de... Parce que Grâce, pour moi, c'est exactement ça, en fait, tu vois, genre dans le film où tu vois l'actrice, la Kim Min-hee, je sais pas comment ça se prononce, qui est en train de regarder des gens qui discutent dans un bar, et en fait, tu te rends compte que c'est une mise en abîme de toi, spectateur, dans un film de Hong Sang-soo, qui regarde des gens parler dans un bar. Et Hill of Freedom, c'est un peu ça. Tu es en train de regarder un mec et une fille qui se plaisent, qui se tournent autour, mais le mec, il peut pas parce qu'il est amoureux d'une autre, et il parle en anglais parce que lui, il est japonais, elle est coréenne, et tu vois, les regarder discuter, et puis tu es un peu comme un voyeur, enfin, je sais pas comment dire, mais sans impudicité. Je sais pas comment dire. Il y a plus, il y a peut-être au début du cinéma de Hong Sang-soo, dans ces, on va dire jusqu'en, je sais pas, ouais, peut-être 2010, il y avait peut-être parfois un peu ce côté impudique qui donnait un petit côté gênant parfois au fait de regarder des gens discuter, de regarder certaines scènes. Voire même faire l'amour aussi. Parfois, c'est un peu... Dans La Vierge mise à nu à ses prétendants, il y a des moments où c'est juste hyper glauque. Ouais. Et il y a plus... et je trouve que ça s'épure avec le temps. Et en fait, on perd le côté voyeur, le côté impudique, mais on garde ce côté, genre, tu es en train de regarder des gens se disputer dans un bar, des gens essayer de tomber amoureux, des gens argumenter, des gens un peu être pathétiques parfois à cause de l'alcool. Et il y a aussi ça dans Hill of Freedom. Ce mec, comme je crois, il est complètement bourré, il est là en train de parler avec la fille et tout. Voilà, il y avait tout ce que j'aimais dans le cinéma de Hong Sang-soo qui était déjà présent du coup dans Hill of Freedom. Et la particularité du film, c'est qu'il est raconté dans le désordre le plus total. Vu qu'en fait, ce sont des lettres. C'est une fille, donc la fille,
le héros japonais écrit, et c'est plus ou moins sa copine, il lui écrit des lettres, et puis de son voyage en Corée, et en fait, quand elle récupère le courrier, elle fait tomber les lettres dans le désordre, et il y en a certaines qui, on va dire, qui dit, enfin, elle les fait tomber, elle les retrouve pas, donc en fait, on n'a pas toute l'histoire, et c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça narrativement super intéressant de pouvoir raconter une histoire dans le désordre, de pouvoir raconter une histoire où, en fait, il n'y a pas tous les bouts, parce qu'en fait, il y a un moment donné, le mec, il a, je sais plus ce qu'il a, mais en fait, on comprend qu'il s'est fait casser la gueule, qu'il s'est battu. Mais en fait, on n'a jamais cette séquence dans le film, parce que ça doit être, on suppose que c'est dans la lettre qu'elle a laissé tomber. Et donc, en fait, elle lit ses lettres, et en fait, voilà, en fait, on voit juste cette histoire dans le désordre et on essaie de comprendre un peu comme le personnage, qu'est-ce qui a bien pu se passer durant son voyage en Corée, comment est-ce qu'il s'est adapté, comment est-ce qu'il a rencontré d'autres personnes et tout. Et ça, j'ai trouvé ça assez émouvant d'avoir cette femme comme ça qui lit ses lettres dans le désordre et puis surtout je sais pas si c'est le bon mot, mais les atermoiements amoureux de ce jeune japonais, parce que je crois que ça a un côté un peu conte d'été d'Éric Rohmer, où en fait le mec il part en vacances pour retrouver une fille, et en fait du coup c'est une autre fille qui lui plaît, et il y a la question du choix. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes sur la première fille, ou bien qui du coup est pas là, elle t'évite, tu sais pas trop pourquoi tu peux pas la voir, ou bien est-ce que il y a une fille qui a l'air avec qui tu t'entends bien, avec qui c'est parfait et tout, est-ce que tu vas plutôt vers elle ou est-ce que tu restes sur ton premier amour? Et c'est une question que je trouve assez intéressante et que j'aime bien, c'est un motif que j'aime bien au cinéma, quoi. C'est ce côté genre voilà, t'as le choix, c'est l'été, enfin je sais même plus si c'est l'été, mais enfin en gros, t'es en vacances, t'as le choix, et du coup, où est-ce que tu vas, quoi? Et alors entre la facilité de cette fille qui te plaît, qui est là, qui a l'air, qui a envie, et puis l'autre qui se cache, que tu vois pas, mais dont t'as l'idée d'un fort sentiment amoureux, voilà. Et puis après, si j'aborde directement la fin du film, que je trouve très belle aussi, où tu as... Alors ça, on va en parler de la fin du film, mais parce que il y a une question que j'avais en tête, on va la mettre de côté, on va y revenir. Mais restons sur ce personnage qui s'appelle Mori et qui est un japonais. Et l'idée qu'il y ait comme ça, pardonne-moi cette expression, mais qui aurait pu aussi, je l'aurais pu aussi l'utiliser pour Isabelle Huppert dans La caméra de Claire, par exemple, ou In Another Country. Il y a un corps étranger dans le cinéma de Hong Sang-soo, et voire même parce que c'est un cinéma qui parle surtout d'un pays qui est la Corée du Sud. Et là, il y a un Japonais qui vient, qui repart de Corée. Enfin, on ne sait pas s'il est reparti ou s'il est revenu, on sait rien. Mais en tout cas, c'est un Japonais qui est en Corée du Sud parce qu'il doit aller retrouver quelqu'un, une femme. Et tu l'as très bien dit, il laisse un courrier, un journal de bord, quelque chose comme ça, à cette fille qui s'appelle Kwon, voilà. Et est-ce que ça t'a questionné le fait qu'il choisisse un corps étranger pour cette histoire? Du coup, à l'époque, j'avais pas encore vu La caméra de Claire, j'avais pas encore vu In Another Country, mais moi, ce qui m'avait interpellé, c'est que en fait, tu vois, t'as un Coréen qui fait venir un Japonais, tu vois, genre l'histoire entre les deux pays, ils s'aiment pas trop quand même. Il y a un petit passif entre les deux, et j'ai trouvé ça, du coup, surprenant. Mais ce qui fait que, bon, anecdote de visionnage, j'ai regardé le film sans sous-titres, tu vois, parce qu'en fait, je parle pas ni japonais ni coréen, mais vu qu'ils parlent en anglais ensemble, et je trouve que c'était intéressant d'avoir des gens qui parlent pas leur langue maternelle et de communiquer comme ça, parce qu'en fait, tu vois le moment où c'est pareil dans ce bar où il est bourré, il n'arrive plus trop à parler et tout, et qu'en fait, je pense que l'acteur était vraiment ivre, je sais pas, en tout cas, sinon il on saura jamais, c'est la grande question que parfois, moi je pense qu'il y a des moments où ils sont vraiment ivres. Ouais, je pense que les moments où il les a fait boire, il les a laissés, tu vois le nombre de bouteilles de soju sur la table, c'est le nombre de bouteilles de soju qu'ils ont vraiment bu. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc intéressant dans le jeu des acteurs, dans la façon de s'exprimer dans une langue qui n'est pas leur langue naturelle, maternelle, et d'avoir, il y a un truc qui est intéressant. Dans la façon de jouer, dans la façon de s'exprimer, c'est-à-dire que en fait, quand tu t'exprimes dans une langue qui n'est pas la tienne, tu es obligé de faire un effort pour y comprendre l'autre. Et là, tu as les deux, ils sont obligés de parler en anglais, donc les deux, ils sont obligés de faire un effort pour se rejoindre un peu à mi-distance, tu vois, qui est l'anglais entre le coréen et le japonais. Après, je ne sais pas si théoriquement, je n'ai pas poétisé le truc, le fait que ça soit un japonais, mais en tout cas, ça m'avait interpellé le fait qu'il fasse venir un japonais.
Et je t'avoue, j'ai pas comparé avec le traitement d'Isabelle Huppert. D'ailleurs, elle joue dans son prochain film, là, A Traveler Needs, ou je sais pas quoi. Oui, oui, oui. Comment dire, j'ai trouvé, mais il n'y a pas encore de sous-titres dans une langue compréhensible pour le commun des mortels. Du coup, il faut attendre un peu pour voir ce que ça donne. Mais du coup, je ne sais pas s'ils traitent le français différemment s'ils traitent le japonais. Tu vois, si le japonais, il y a un côté il y a plus d'animosité. Mais en tout cas, quand j'ai regardé le film, j'ai pas senti qu'il y avait une animosité envers le touriste japonais en Corée du Sud. Je ne sais pas si tu l'as ressenti ou pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que ça fait partie aussi de ce que tu disais au départ par rapport à comment il va raconter cette histoire. Il va la raconter de manière extrêmement aléatoire, c'est-à-dire cette séquence où elle perd, elle perd ces feuilles et puis elle les ramasse, elle en oublie quelques-unes. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours dans le même motif qui est le motif du rêve ou du souvenir ou du fantasme qu'on voit très souvent dans les films d'Hong Sang-soo. Mais tout ça, finalement, c'est quoi? C'est juste une manière de comment je crée le rythme. Quels sont les rythmes qui vont construire ma mise en scène? Et je pense que justement ce que tu dis par rapport au fait que et lui, mais aussi celles et ceux qu'il rencontre sont obligés de parler une langue commune qui est l'anglais, bah, ça crée aussi un autre rythme au film. Et j'aime bien cette idée de narration en volée comme ça, ou volée ou envolée, peu importe. Et je voulais avoir ton avis là-dessus, sur l'idée de rythme, que à chaque fois, il y a toujours un détail, soit un rêve, un fantasme, un souvenir, un cauchemar, ou ça, par exemple, qui va construire le rythme du film. En fait, moi, ce que j'aime, là, du coup, ce que je trouve appréciable, c'est qu'en fait, vu que c'est comme tu dis, des volets où, en fait, qui se suivent pas forcément et tout, c'est que toi, en tant que spectateur, tu es obligé d'être attentif parce que sinon, tu es obligé de recoller les morceaux et ce qui parfois n'a pas de sens il y a 10 minutes, en prend un après et tout, etc. Donc, en fait, c'est obligé de créer une sorte d'attention dans le film pour essayer de recomprendre, de remettre les morceaux ensemble, mais sachant que il n'y a pas réellement d'intrigue. Tu vois, c'est pas Memento comment il s'appelle, de Nolan. On te dit, ouais, mon Dieu, il y a un twist de fou. Il n'y a pas de twist, en fait. L'intrigue, c'est rien. C'est est-ce qu'il va retrouver la fille ou pas? Peut-être. Et en fait, visiblement, on sait qu'il ne l'a pas retrouvée parce qu'il lui envoie une lettre. Donc, c'est que, a priori, il ne l'aurait pas retrouvée. Tu vois, enfin, ça me semble, ça me semble logique d'envoyer une lettre à quelqu'un que tu n'as pas vu en vrai. Donc, en fait, il n'y a même pas d'intrigue. Et donc, ça fait qu'en fait, toi, il y a des éléments que tu vas pouvoir remettre ensemble. Donc, toi, ça nécessite d'être attentif. Mais en même temps, si tu te laisses juste porter par le flot d'images et tout, ben, c'est pas grave non plus. Parce qu'en fait, de toute façon, au pire, tu as raté quoi? Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'éléments factuels que tu devais absolument avoir, sinon tu ne me comprends pas. Et vu que le film joue sur les manques, sur les incompréhensions, sur tout ce que toi, en tant que spectateur, tu dois donner au film pour réussir à recoller les morceaux de ces lettres qui ont été perdues, de ces lettres qui sont liées dans le désordre, toi, je trouve qu'il y a un investissement émotionnel, un investissement en tant que spectateur au niveau, juste, tu n'es pas passif pendant le visionnage. Et je trouve que ça agit sur le rythme aussi. Tu ne peux pas t'ennuyer en regardant un film où tu es en train d'essayer d'essayer de comprendre, de recomposer, OK, qu'est-ce que ça veut dire, mais surtout que, comment dire, je trouve que c'est moins artificiel que dans Memento, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste toi, est-ce que tu veux savoir comment les personnages en sont arrivés là ou pas? Si tu n'as pas envie et que tu veux juste te laisser porter, c'est très bien aussi. Si tu as envie de t'investir dans les personnages, c'est encore mieux, mais tu vois, il n'y a pas de truc, j'ai pas compris. Tu peux pas ne pas comprendre le film d'Hong Sang-soo. À la fin, je veux dire, c'est un mec, il a chaud entre deux filles et puis c'est tout. Enfin, tu vois. Mais comment? Mais c'est ça qui est très intéressant. Oui, enfin, il y a la fin et la fin. Il y a l'avant-dernier plan et on croit que c'est la fin. Et puis ensuite, le dernier plan, et brutalement, il y a le dernier plan et on se dit, mais finalement, est-ce que ça fait partie de cette narration complètement envolée ou volée? Mais moi, je me suis toujours posé la question quand j'ai revu le film. Enfin, je me la posais en découvrant et puis elle est revenue cette question en revoyant le film. Je me disais, mais alors on sort peut-être un peu du film, c'est vrai, mais je me disais, mais pourquoi il reste? On peut rester 2 jours, 2, 3, enfin un peu de temps comme ça et attendre cette fille. Mais à un moment, on se dit, bon, on part, on va ailleurs parce que je ne parle pas la langue et puis je connais personne, puis c'est un peu compliqué. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est comme
il sait qu'il doit le faire, il sait qu'il doit rester, mais il ne sait pas pour quelle raison. Il sait qu'en fait, il y a des choses qui vont arriver. Tout est possible avec lui. Tout est possible dans cette histoire. Entre le début et la fin, tout est possible. Mais en même temps, il y a, comme tu le dis très bien, il n'y a pas d'événements extrêmement, des rebondissements, de climax. Il y a juste une continuité faite de petits détails, de choses anodines. Mais lui, il est là, il reste, et il vit tout ça. Et je me posais cette question, qu'est-ce qui fait que il continue encore de rester, pas forcément parce qu'il doit attendre cette fille, mais j'ai l'impression que c'est pour autre chose. Comme si il a besoin de cette parenthèse. Je sais pas, moi je me suis pas posé la question parce que pour moi tu réserves tes billets d'avion en avance et tu sais quand tu vas repartir, tu vois. Donc je sais pas, je sais plus si à un moment donné dans le film, non je crois pas qu'ils prennent, on le voit prendre des billets d'avion, je pense pas qu'ils fassent des trucs aussi trivial que ça. Non mais ça c'est trop extraordinaire pour un film dans son Soo de voir quelqu'un prendre un billet d'avion, tu vois ce que je veux dire, c'est des choses qu'on voit pas ça. Non justement, c'est pour ça que pour moi en fait juste il avait son billet d'avion de telle date à telle date et puis du coup il reste et puis après en fait il passe pas un mauvais moment, tu vois, il se fait draguer par une jolie fille. Il se fait un pote, bon, voilà, il n'y a aucun souci. Enfin, tu vois, voilà, bon, après, il cherche cette fille, quoi, mais bon, il passe pas un mauvais moment, quoi, il s'amuse bien. Donc, je sais pas, moi, ça me c'est pas surprenant qu'il reste. Tu vois, tu étais là, tu passes un moment agréable, de toute façon, tu sais que ton vol est dans 15 jours, bon, bah, tu restes, voilà, et puis tu dis, on verra bien. Parlons un peu de la mise en scène de Hong Sang-soo. Est-ce que c'est, enfin, quand on voit le film, il y a toujours les mêmes motifs pour le coup de mise en scène, c'est-à-dire que les plans sont généralement fixes. On l'a souvent appelé le cinéaste du fixe d'ailleurs, à mauvais ou je sais pas, à tort ou à raison, je sais pas. Mais il y a surtout cette capacité impressionnante de la part de Hong Sang-soo d'expérimenter. Chaque film est une expérimentation pour lui. Donc le dernier en date qui est sorti en France, c'est In Water. L'image est floue. Toi, tu l'avais déjà vu il y a un an. On en avait même parlé. Tu nous en avais parlé plutôt il y a plus d'un an. Il peut y avoir d'autres expérimentations, des choses comme ça. Dans celui-ci, quel serait selon toi, vu qu'on a vu quelques-uns, quel serait selon toi le truc qui lui donne envie de faire ce film? Sur quoi il va questionner? Je pense que c'est le fait que l'histoire se raconte en désordre, d'avoir un prétexte pour raconter l'histoire dans le désordre. Je pense que c'est ça son. Je pense que c'est. Parce qu'en fait, sinon, techniquement, c'est n'importe lequel de ses autres films, quoi. C'est une sorte de triangle amoureux où tu as. Alors parfois, c'est la fille qui a le choix entre deux mecs. Là, c'est le mec qui a le choix entre deux filles. Enfin, le choix. Il n'a pas trop le choix parce qu'en fait, il y en a une qui n'est pas là. Mais qui a la tentation de sa copine officielle, on va dire, ou de celle dont il est amoureux, et puis de la fille qui est là. Mais le fait que ça soit raconté dans le désordre, moi je dirais que c'est ça, c'est principalement le fait que ça soit raconté dans le désordre et le fait que ça soit tourné en anglais. Parce qu'il aurait pu, ça peut être quelqu'un qui vient du sud de, je sais pas, qui vient de Busan et qui va à Séoul, tu vois, ça pourrait être ça aussi. Et il essaie de rencontrer une fille, mais là il a choisi un japonais, donc c'est. Après, je sais pas si l'acteur japonais est connu. Je sais pas si c'est comme au Japon, c'est comme Isabelle Huppert, tu vois, quelqu'un de un peu connu. Je sais pas du tout. Je n'ai pas cherché. Je sais pas. Alors ce que je sais, c'est que très souvent les comédiens chez Hong Sang-soo viennent souvent de la télévision et sont extrêmement connus. Là, je sais pas lui je suis pas sûr que ce soit un comédien très connu au cinéma, mais peut-être à la télévision. En tout cas, enfin, s'il y en a qui le savent, je peux tout pas. J'en sais pas forcément. Je sais pas forcément grand chose sur ça. Qui dit narration complètement aléatoire dit aussi montage complètement désordonné. Et je crois que c'est là aussi peut-être que le film, qu'on peut dire qu'il y a une espèce de force, c'est dans ce rapport au montage. Mais c'est ça qui est très beau, c'est que autant, parce qu'il faut savoir que dans cette narration volée, il y a aussi des moments de rêve, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches de rythme. Et je trouve qu'Hong Sang-soo a cette capacité incroyable, avec tous ces rythmes différents, d'avoir une espèce de continuité au niveau du montage. En fait, c'est le truc, c'est que, en fait, que ça soit un rêve, que ça soit la réalité, que ça soit une fiction, que ça soit tout ce que tu veux, c'est traité exactement pareil au niveau de la mise en scène. Tu vois? Et donc, en fait, si j'avais montré, comment il s'appelle le film au Club de l'Étoile, j'avais montré un Hong Sang-soo, je ne sais plus comment il s'appelle, celui où la fille elle est bourrée tout le temps, elle est alcoolique, l'une des seules mentions où le mec. C'est son copain qui lui reproche souvent d'être alcoolique. Ouais, et puis elle fait semblant d'être sa sœur jumelle. Oui, c'est. Ah là là, j'ai un trou de mémoire. Bon, ce film-là, je l'avais montré, et puis il y a des moments où c'est vraiment un rêve.
Et puis, donc, je fais mon intervention à la fin, et puis je mentionne plusieurs fois, bah, vous voyez, en fait, chez Aung San Suu, le rêve, c'est traité de la même manière que la réalité. D'un mec qui prend la parole et qui vient et qui me dit, ouais, et puis, mais d'ailleurs, je comprends pas dans le film pourquoi, à un moment donné, ils semblent se rabibocher, puis après, ils se refont la gueule. Et je fais, bah, c'est un rêve, on l'a vu se réveiller juste après. Et j'ai dit, c'est pour ça qu'à la fin du film, on a ce doute, il se réveille, et on a ce doute, est-ce que c'était un rêve ou pas? Et en fait, la fille était bien là, donc en fait, c'était pas un rêve, qu'ils se sont remis ensemble tout à la fin du film. Et puis le mec, ah putain, j'avais pas compris que c'était un rêve. Et du coup, en fait, ça laisse le doute. Systématiquement, si tu regardes le film, est-ce que c'est un rêve ou pas? C'est pour ça, dans Ivan et les hommes, j'avais été assez perturbé. Tu vois, à me donner, elle rencontre Jane Birkins et lui fait, ah, tu ressembles à ma fille et tout. Ah bon, c'est vrai, j'adore et tout. Enfin, elle est trop contente de ressembler à Charlotte Gainsbourg, alors qu'il lui ressemble absolument pas. Et parce que et puis en fait, tu la vois se réveiller. Et puis moi, ce premier film Aung San Suu que je vois, j'avais pas compris que c'était un rêve. Et j'ai compris après, tu vois, en voyant d'autres films. Elle fait, ah, mais quand en fait, elle fait ça, en fait, il dit juste, c'est une façon bête et simple de dire, bon, bah, elle rêvait. Mais en fait, c'est pas grave, fondamentalement, si t'as pas compris que c'est un rêve, tu comprendras après ou pas. Enfin, il n'y a pas de. A priori, il n'y a pas spécialement d'intrigue. Toi, tu n'es pas en train d'être perturbé totalement si tu n'as pas compris que c'est un rêve. Et donc là, c'est lié aussi au fait que le rêve, il n'est pas fantasmagorique. Tu vois, il n'y a pas des effets de mise en scène, des effets de style, un effet de caméra, tu vois, genre un halo de lumière. Enfin, tu vois, genre, il traite le rêve comme la banalité du quotidien. Et c'est ça que je trouve formidable comme traitement du rêve. Je ne suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de rêves qui soient traités de cette manière-là, tu vois. Prenons l'exemple de A1 et les hommes, voire d'autres films. A1 et les hommes, surtout parce que le final peut être complètement déstabilisant. Mais d'autres films aussi où il utilise souvent ça, cette manière cette histoire du rêve. Est-ce qu'à la longue, tu trouves pas ça un moment redondant ou facile? En fait, j'aurais dit pour n'importe qui d'autre peut-être, parce que, mais en fait, vu que ça n'a aucun impact en fait. Je sais pas comment expliquer en fait. Ça n'a pas de. C'est pas en fait, c'est pas vu comme un twist. Je sais pas comment t'expliquer. Vu qu'en fait, il n'y a pas d'intrigue fondamentalement au départ. On n'est pas là en train de faire. En fait, tout ce que tu as vu, c'était faux. C'était un rêve. C'est la fin de cliché des mecs qui savent pas écrire un scénario. Tu vois, genre, ah, c'est un rêve. Mais là, vu qu'en fait, c'est une petite anecdote, c'est une petite scène, c'est un petit truc. Et puis en fait, bah, ça change quoi finalement qu'elle a rencontré Jane Birkin ou pas? On s'en fiche. Enfin, tu vois, c'est pas important, c'est pas. Tu vois, ça pas de. C'est pas. En fait, j'ai l'impression que c'est utilisé à l'inverse de n'importe qui d'autre qui l'aurait utilisé. Tu vois, c'est juste, bon, bah, ça, elle l'a rêvé. En fait, ça te dit un truc sur le personnage, éventuellement, quelles sont ses pensées, quels sont ses fantasmes, qu'est-ce qu'il aimerait et tout. Mais c'est tout, tu vois, il n'y a pas de rebondissement, on va dire, fondamentalement dans la mise en scène, Le seul moment où il y a peut-être un rebondissement de fou, c'est dans Hill of Freedom, où la fin change quand même un peu le tout, quoi. Elle changerait quoi selon toi à la fin et pourquoi à ce moment? Elle est très très étrange. Il est très étrange ce dernier plan parce que s'il n'existait pas, on finirait sur une note relative à beaucoup de comédies, tu sais, hollywoodiennes, américaines, ou voire même sentimentales, des comédies sentimentales où il y a une espèce de quête comme ça du personnage et finalement il arrive à se retrouver parce qu'il faut qu'il fasse don de je sais pas quoi. Et puis il y a ce très beau plan où tu les vois, ils retrouvent enfin cette fille et ils s'en vont comme ça, elle avec sa valise ou lui avec sa valise, je sais plus. Non, lui, ils sont en train de marcher. Voilà, et c'est très beau. Je crois que c'est bleu dans la nuit, enfin début de nuit, et puis boum. Mais en fait, ce que je trouve magnifique dans cette fin, c'est qu'en fait, tu te dis, en fait, c'est que cette fin où il retrouve la fille finalement, elle avait un cancer, je sais pas quoi, elle était malade, et en fait, elle est guérie par un traitement miraculeux. Tu te dis, putain, mais c'est quoi cette. Enfin, tu te dis, c'est beau, tu vois, parce qu'en fait, tu l'as vu errer quand même pendant 2 heures à essayer de la retrouver. Tu te dis, bon, bah, t'es content qu'il la retrouve, mais en fait, tu te dis, attends, c'est un peu abusé quand même que non seulement il la retrouve, elle était malade, mais en fait maintenant elle est guérie et tout, et puis en fait maintenant ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Tu dis, mais en fait c'est trop facile. J'ai l'impression que c'est limite une dénonciation du cliché où justement tu as cette fin heureuse qui débarque de nulle part et tout. Et là justement, bah, tu as ce moment où ça tranche radicalement. En fait, il est endormi sur sa table à son hôtel, et puis il y a l'autre fille qui est là, je sais plus ce qu'il lui fait, elle lui touche l'épaule, et puis elle part, et puis
On comprend qu'ils ont passé une nuit extrêmement compliquée où ils ont beaucoup bu. Elle a une grosse gueule de bois. Elle fume un peu, elle tire 2-3 lattes, puis après elle se barre, elle s'en va. Et puis lui, il retourne dormir. Et c'est ça. Et moi, du coup, ça, j'ai trouvé ça. Parce qu'en fait, du coup, ça conclut en rien. Tu sais pas si finalement il va rentrer, si finalement il reste avec elle. Ça conclut rien du tout, en fait. C'est juste. Voilà. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'à un moment, elle est rentrée et lui n'est plus là. Parce que sinon, il y aurait eu un plan où peut-être on les verrait ensemble. Mais il y a un truc, et en même temps, on s'en fout. Mais il y a un truc qui est très intéressant. Ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'il a, Hong Sang-soo arrive à. Il y a une telle interactivité finalement entre les spectateurs et lui. Tu parlais de Grâce ou Kim Min-hee qui regarde les autres raconter leurs histoires et puis elle les regarde, elle les écoute et puis elle écrit. Tu parlais de cette interactivité entre nous entre ce que le film donne et nous-mêmes. Mais c'est ça, c'est que il arrive tellement à nous faire entrer dans le processus de création que nous-mêmes, nous finissons par être déçus que ça puisse se terminer sur un plan extrêmement banal, c'est-à-dire ils se sont retrouvés, elle est guérie et ils vont avoir de jolis enfants. Non, c'est beau. Ça colle pas en fait, ça colle pas au truc. En fait, tu as un film qui est plutôt mélancolique, où c'est jamais à la facilité. Et tu as ce truc-là qui sort de nulle part, tu vois. Et pour moi, c'est peut-être le moment vraiment méta du film où tu as une réflexion sur tout le genre de la comédie romantique où ça te dit, ouais, mais en fait, ben non, quoi. Et puis, franchement, enfin, on va pas se mentir, mais une histoire d'amour qui finit mal, en général, 99% du temps, ça marque plus qu'une histoire d'amour qui finit bien. Je sais pas comment dire, mais dans l'autre film que je citais, Un jour avec, un jour sans, où tu as pareil 2 variations entre 2 histoires d'amour, une qui se passe plutôt mal et une qui se passe plutôt bien, à la fin, même si celle qui se passe bien, elle se passe pas totalement bien, et à la fin, ils font quand même, ils se séparent quand même, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se dire, bon, bah voilà, de pas avoir de moment qui soit, on va dire, du bonheur absolu, parce que ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie, le bonheur absolu, une emphase totalement artificielle, qui est un truc qu'on voit qu'au cinéma, où, oh là là, tout est parfait, tout est merveilleux. Et je trouve qu'Hong Sang-soo arrive à rester sur le fil, tu vois, d'être toujours, tu sais, genre, jamais basculer dans le de se permettre de faire ce qui n'est pas fait ailleurs, en fait. De proposer un truc qui n'est jamais fait ailleurs, d'être toujours sur le fil et dès que ça va un peu d'un côté, hop, il faut contrebalancer de l'autre. Il y a une sorte de, je sais pas, d'équilibre qui fait qu'en fait, il est, je sais pas, il est dans un truc qui est, malgré que c'est un spécialiste des rêves, qui fait extrêmement réel, quoi. Non, t'es pas convaincu, tu souris, t'es pas convaincu. Si, je suis très très convaincu, mais je n'avais jamais pensé. C'est dans l'émission que voilà, je n'avais pas pensé à ça. Je rappelle, Hill of the Freedom, c'est le 16e film de Hong Sang-soo. Alors, comme tous les films de Hong Sang-soo, ils sont super disponibles, soit en DVD, Blu-ray, ou soit sur des plateformes VOD. C'est vraiment un cinéaste qui est staccanovice, certes, mais tous ces films sont disponibles, même les 3 premiers. Voilà. Et puis, une petite dernière question, et puis je te laisse tranquille. Bien évidemment, tu en as vu d'autres après ce film-là. Comment, là, comme ça, tu pourrais nous dire un peu de son évolution dans le cinéma? Je dirais, est-ce que quand tu vois les films les derniers films qu'il a fait, est-ce qu'il y a toujours une continuité avec, par exemple, le film qui nous réunit aujourd'hui, Hill of the Freedom, ou est-ce qu'il continue, selon toi, à explorer autre chose, toujours différemment, et pour cela être intéressant? Bah, moi, je pense qu'en fait, alors j'ai pas vu le seul film que j'ai pas vu de lui, c'est son premier film, donc le truc, le cochon qui est tombé dans le puits ou je sais pas quoi là. D'accord, ok. Et en fait, je garde pour plus tard, tu sais, je me dis, j'aurai toujours un Hong Sang-soo à voir, même quand il sera plus là. Il arrêtera de sortir 3 films par an. Mais du coup, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, il était quand même c'était glauque, quoi. Ces films étaient assez glauques. Enfin, franchement, La Vierge mise à nu par ses prétendants, j'ai regardé ça après, justement, mais assez tôt. Et du coup, je crois que c'est son premier film de début de carrière que j'ai vu. J'étais vraiment surpris. Tu vois, tu passes d'Un jour avec, un jour sans, qui est pareil, un film avec des variations,
où tu racontes plusieurs fois la même histoire. Hein, la Vierge mise à nu par ses prétendants qui racontent aussi plusieurs fois la même histoire, mais en fait là c'était hyper glauque, hyper malsain, où tu as vraiment des moments où tu fais oh putain c'est chaud quoi. Et puis en fait j'ai l'impression qu'il s'adoucit avec le temps, mais sans perdre de qualité. En fait, je sais pas, les personnages ils crient quasiment pas, tout est toujours très calme, et même au niveau de la mise en scène, j'ai l'impression qu'il simplifie. Il y avait ces plans fixes caractéristiques où tu sais, genre il vient, il zoome après. En fait, tu vois, tu as le plan fixe, ils sont dans un bar, ils discutent, et puis à un moment donné, ça zoome sur un personnage, ça passe sur l'autre, ça redézoome, et tu avais ce jeu-là qui se faisait au niveau de la mise en scène, toujours en plan séquence, mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'il le fait même plus, tu vois, genre, il pose juste, maintenant, juste sa caméra, la caméra, le point n'est même pas fait, tu vois, qu'en fait, il va aller j'ai l'impression qu'il épure de plus en plus son cinéma, et qu'en fait, plus il l'épure, plus je l'aime. Alors qu'en fait, d'habitude, j'aime bien ce qui est un peu glauque et tout, mais j'ai l'impression qu'on s'en saut. C'est pour ça que j'aime beaucoup In Water, en fait, à un moment donné, il allumera même plus la caméra, il laissera juste le son, quoi. Enfin, tu vois, comme Guy Debord. Voilà. Non, mais j'ai l'impression qu'il est dans une démarche d'épuration, limite, c'est un peu cliché de ça, tu vois, mais de sagesse ou un truc où en fait le mec il se dit bon bah allez, on a essayé ça, on a enlevé cet élément-là, hop, lequel on peut retirer, hop, on peut retirer celui-là, on peut retirer celui-là. Je sais pas si tu as vu Walk Up. Dans Walk Up, et bah, c'est plus qu'un seul lieu. Putain, je me fais attaquer. Enfin, tu vois, à chaque fois, il enlève des éléments. Ah non, là, il y a trop de lieux différents. Là, il y a le point qui est fait. Non, là, il y a trop de personnages. Et puis, à chaque fois, tu es réduit. Et puis, à la fin, il n'y aura plus rien. Ce sera le plus beau film du monde, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une démarche de soustraction. Et que j'aime beaucoup, tu vois, parce que je trouve que c'est intéressant de se dire à quel point, pour le prochain film, il va réussir à soustraire encore quelque chose. Ce qui fait que parfois, je suis un peu déçu lorsqu'il sort un nouveau film et qu'il n'y a pas eu cette soustraction-là, tu vois. Enfin, tu vois, je sais pas quel film récent était peut-être un peu plus classique. Peut-être, c'était quoi, In Front of Your Face, comment ça s'appelle, c'est quoi le titre français? Tu sais, celui avec l'actrice qui est malade, blablabla. Il y a je sais pas, il y a 2 ans, il a sorti Introduction, et après, il a sorti... Juste sous vos yeux. Juste sous vos yeux. Et ben, il est bien, il est très bien ce film, il est très touchant et tout, mais limite, je dis, mais enlève encore des trucs, il y a encore trop de trucs dans ton cinéma, il faut qu'il n'y ait plus rien, tu vois. Genre, mais voilà, c'est juste. Voilà. Moi, je le vois comme ça, sa filmographie. Parfois, il y a des moments où il rajoute encore un petit truc, tu vois, mais genre, sinon, on va vers le rien. Je trouve ça très beau. Et comme tu le dis, peut-être que ce sera le plus beau film du monde. Voilà. Merci beaucoup Antoine Goya. Hill of the Freedom, 16e film de Hong Sang-soo. On continue notre visite donc ça sera pour la suite, c'est pour demain. Génial. Alors là, c'est la dernière. Il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de moi, je suis recherché. Bon, on va te laisser tranquille. Et puis en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu pour nous parler un peu de Hong Sang-soo et en l'occurrence de ce film-là. À très vite, Antoine. Merci beaucoup. À plus. Adieu. Upper eyes in the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.